Maladie chronique caractérisée par un taux élevé de sucre dans le sang, ceci survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou encore lorsque l'organisme n'utilise pas correctement celle qu'il produit. Vous l'avez compris, nous nous intéressons ce soir au diabète. Nous en parlons dans un instant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Check-up. Sommes-nous tous concernés par le diabète? Sommes-nous tous menacés par le diabète? Question à laquelle vous souhaitez avoir une réponse. Nombreux sont des Camerounais qui vivent avec un diabète sans le savoir parce qu'il évolue en silence. Il faut attendre 5 voire 10 années pour que le diabète soit diagnostiqué chez certains et à ce stade, les complications sont souvent graves. C'est connu que le diabète est la première cause d'infarctus et la première cause d'accident vasculaire cérébral. Comment savoir si l'on est à risque? Est-ce qu'on peut empêcher l'évolution ou la parution du diabète? Comment vit-on avec son diabète au quotidien? Est-ce qu'on peut espérer en guérir? Ce sont des questions auxquelles vont répondre notre expert et notre témoin. Sur ce plateau, Freddy et Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir à vous en studio, bonsoir aussi à vous à la maison et bienvenue pour cette nouvelle édition de Check-up. Tout à l'heure, bien sûr, je reviendrai sur un sujet qui va concerner la mode et la santé. Nous allons nous intéresser à ce phénomène des cathéters ambulants. Frézy, bonsoir. Bonsoir Mireille, j'espère que vous à la maison vous portez bien. Je suppose que vous avez tous fait votre check-up. Vous avez parlé tout à l'heure de diabète et il faut mentionner qu'aujourd'hui, je vais parler de pancréas artificiel qui est finalement cet instrument qui va du moins venir aider ceux-là qui souffrent de cette maladie ou ceux-là qui ont le pancréas qui peine et qui n'a plus cette facilité dans la mobilité. C'est de ça qu'on va essayer de discuter avec les téléspectateurs tout à l'heure. Très bien Cécile, très bien Freddy. On va revenir sur toutes ces informations-là, sur tout ce que vous avez réservé à nos téléspectateurs tout à l'heure. Mais avant, intéressons-nous à ces informations qui ont marqué l'actualité sanitaire cette semaine au Cameroun et c'est dans la page Actu de Check-up. Elisabeth Ngoum, bonsoir. Quelles sont les informations qui ont retenu votre attention cette semaine? Bonsoir Mireille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Voici quelques informations sanitaires qui ont retenu mon attention et que je partage avec vous. La célébration de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre 2025 sous le thème « Le diabète à toutes les étapes ». Il est question pour l'Organisation mondiale de la santé de placer la prévention au cœur de la lutte contre cette maladie. Au Cameroun, c'est un peu plus de 2 millions de personnes qui sont atteintes de diabète chaque année. Une autre maladie qui a fait l'objet de causeries éducatives au courant de cette semaine, la pneumonie. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la pneumonie, le 12 novembre dernier, il est à noter que seule une radio de la poitrine peut confirmer si oui ou non on est atteint de pneumonie. Le 12 novembre, on a également commémoré la Journée africaine de lutte contre les faux médicaments. Chaque année, au Cameroun, plus de 1000 personnes perdent la vie à cause des faux médicaments. Un constat
alarmant qui a été fait par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Une autre alerte santé rendue publique au courant de cette semaine. Des sirops de toux contaminés signalés au Cameroun. Coldreef, Respifresh TR et Relife, des médicaments soupçonnés d'être contaminés et qui auraient provoqué le décès de plusieurs enfants en Inde, un signal rouge de l'Organisation mondiale de la santé. Sur le terrain, et précisément dans le Nyoeso, région du centre, les hôpitaux sont affectés par de multiples maux. Absence de responsables, vestuté des bâtiments et équipements défaillants, il y a de quoi fragiliser le fonctionnement de plusieurs structures hospitalières. Le ministre de la Santé publique a pu s'en rendre compte au cours d'une visite inopinée. Tirant la sonnette d'alarme, il a prescrit des mesures pour améliorer les conditions de travail du personnel, mais surtout garantir un suivi approprié des patients. La communauté internationale a célébré le lundi 17 novembre 2025 la Journée mondiale de la prématurité, une occasion de faire connaître au grand public les procédés quant à la prise en charge des nouveau-nés prématurés, présenter des développements et améliorations des différents services de néonatologie dans les hôpitaux, mais surtout de proposer un moment d'échange avec les soignants et les soignantes au cours des ateliers et causeries éducatives. C'est le moment à présent de nous intéresser à ce phénomène de mode qui n'est pas sans conséquences sur la santé. Cécile, rebonsoir. Bonsoir. Alors, tu l'as dit à l'entame, on parle de ce phénomène de cathéter ambulant. Voilà, ce soir, on s'intéresse à ce phénomène-là. J'ai remarqué que cela prend de plus en plus de l'ampleur. On dirait donc que c'est devenu une mode de rencontrer des personnes dans la rue qui arborent un pansement avec un cathéter au-dessus. Vous allez donc vous rendre compte que ce soit tout simplement dans des marchés ou encore dans des bureaux, les gens se baladent de plus en plus avec le cathéter, alors qu'avant, c'était seulement quelque chose que l'on voyait dans le cas lorsqu'on était dans un centre hospitalier. Alors, je me suis questionnée, mais qu'est-ce qui se passe en fait pour que les gens peut-être confondent aujourd'hui le cathéter avec un bracelet ou tout simplement une montre pour pouvoir garder quelque chose de joli autour de leur bras. Nous avons fait quelque chose donc pour trouver la réponse à cette question qui est tout simplement la suivante. Nous avons demandé aux uns et aux autres quelles sont les raisons pour lesquelles ils pourraient se retrouver avec un cathéter à la main hors de l'hôpital. Nous allons écouter ce micro-trottoir que nous avons effectué dans les rues de la ville de Douala. Ce qui peut me pousser de sortir de l'hôpital avec un cathéter, c'est le fait de ne pas avoir une personne qui m'accompagne pendant mon hospitalisation et que j'ai une course administrative à faire. Là encore, je pourrais sortir avec un cathéter sur la main. Je prends d'abord mon cas. Moi, je suis un gnôleur, je bois. Donc, même si j'ai les bêtises là sur moi, je pars d'abord prendre ma deuxième perfusion. D'un. Et de deux, le docteur ou alors l'infirmier ou quoi que ce soit peut te dire, revenez peut-être le lendemain, soit revenez dans 2 ou 3 heures de temps, vous ravitailler. C'est tout. Donc je ne vois pas le mal qui est dans ça. Ce qui peut m'amener à partir de l'hôpital avec un cathéter, c'est si j'ai un traitement de relais. Genre, je viens juste prendre le 12, minuit ou 6 heures, je rentre chez moi. Et l'autre éventualité, c'est que tu es en train de fuir l'hôpital parce que tu n'as pas l'argent pour payer les frais de traitement. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le cathéter, c'est une entrée de maladies et d'autres mauvaises choses dans l'organisme. Parce que quand le cathéter est sur la main, c'est une voie d'entrée d'autres maladies. Donc ce n'est même pas conseillé de rentrer le cathéter sur la main. Parce que ça part en direct sur les veines et c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte à beaucoup d'autres maladies. Donc, selon moi, je ne peux pas rentrer avec le cathéter sur la main. Je ne peux pas. On se rend donc compte que les raisons sont assez diversifiées. Ce que je vais faire, c'est que je vais me retourner sur vous
avec vous, je vais essayer de savoir, est-ce que vous êtes déjà prêté à cet exercice de vous balader avec un cathéter? Je commence avec toi, Freddy. Déjà au préalable, avoir un élément extérieur à moi sur mon corps, ça me pose un réel problème. Même avec les montres, il a fallu que je m'habitue à un quelconque bracelet, fut-il un cathéter que je vais introduire, qu'on va introduire dans mon corps et que je me balade avec. Je peux comprendre peut-être la gente féminine qui veut peut-être vouloir la compassion, parce qu'ils sont nombreux là, une fois qu'ils sont malades, ils sont obligés de faire des photos pour mettre sur les statuts, pour justement dire je suis malade, il faut faire des OM et autres. Bon, voilà. Est-ce que c'est la raison, Freddy? Oui, je me dis, c'est peut-être ce phénomène-là qui fait que les uns et les autres se baladent avec les cathéters. Et c'est beaucoup plus les femmes, il faut le dire. Beaucoup plus. Bon, il a incriminé les femmes, donc vous devez forcément dire quelque chose. Bon, après, moi, c'est vrai que j'ai déjà eu sorti de l'hôpital avec mon cathéter sur la main, mais c'était pour une raison bien précise que on avait du mal à trouver ma veine. Et ce jour, lorsqu'on a réussi à trouver la veine, j'ai dit non. Comme j'ai 8 perfusions à prendre, je ne peux pas laisser que cette veine parte, donc n'enlever pas. C'est moi qui avais demandé à l'agent soignant de ne pas enlever mon cathéter et que je vais revenir après pour la suite du traitement. Mais je me rends compte en écoutant les réactions de quelques personnes que c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Ben justement, à titre de rappel, on va simplement vous dire ce soir qu'un cathéter, c'est un outil médical temporaire. Ça peut être destiné à une intervention urgente ou à un traitement spécifique. Donc, le garder pendant trop longtemps sans forcément que ce soit avec une raison médicale claire va tout simplement vous exposer à des complications sur votre état de santé. Alors, moi, je ne suis pas l'experte. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? On va aller écouter le docteur Faustin Roger Tapa. Il est médecin conventionnel, c'est vrai, mais avec une spécialité en médecine holistique pour plus d'éclaircissement. Les cathéters que vous voyez, c'est l'ouverture d'une veine. Et la veine conduit le sang directement au niveau du cœur. Le cœur, c'est une pompe qui repompe ce sang dans les organes. Et sachez donc que si par hasard quelque chose contamine ce sang, il vous est repompé dans les organes nobles le plus rapidement possible et donc c'est mortel. C'est pour ça que les cathéters peuvent entraîner des embolies, c'est-à-dire que les boules de gaz qui vont aller boucher les artères pulmonaires et provoquent les morts subites. Qu'on trouve souvent, on dit qu'il n'avait que le palu, il est allé à l'hôpital et il est mort. Ça peut provoquer des caillots de sang au moment de la recherche de la veine, les thromboses qui vont aller boucher les artères pulmonaires également et qui peuvent provoquer les morts subites. Donc, et ça peut également se contaminer, transporter des bactéries qui vont aller directement dans le cœur et être propulsées dans tout le corps par le cœur. Donc, l'utilisation des cathéters n'est pas anodin, c'est pas un jeu, c'est pas une plaisanterie. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir une voie sur le cœur qui conduit des éléments au niveau du cœur sans risque pour le corps, sans risque pour les organes internes et sans risque pour les organes externes également. Donc, l'utilisation des cathéters est très dangereuse quand ça se fait hors du milieu hospitalier. À la suite de Dr Faustin Roger Tapa, qui a bien voulu participer depuis les États-Unis pour nous donner tous ces éclaircissements, on va tout simplement retenir que ce message d'alarme n'est pas tombé dans des oreilles de sourds et que vous allez dorénavant adopter des comportements sains pour protéger votre capital santé à la maison. Merci Cécile, c'est un sujet intéressant. Et ça a permis d'attirer l'attention là-dessus, même si aujourd'hui, les médecins ont aussi leur part de responsabilité, parce que même si le patient vous demande « Non, docteur, laissez-moi rentrer avec mon cathéter », quand je dis médecin, c'est le personnel soignant, ça peut être les infirmiers ou les sages-femmes et tout, c'est à vous de dire « Non, c'est pas bien, c'est pas recommandé ».
c'est une voie, c'est une porte d'entrée pour des bactéries. Vous êtes moins malade maintenant, mais si vous sortez avec ce cathéter, vous allez revenir plus malade. C'est souvent aussi à ces médecins-là de lever. Moi, si je vous dis, docteur, laissez-moi vous dire non, je ne vous laisse pas partir avec. Merci Cécile, et à la semaine prochaine avec un autre phénomène de mode qui a des conséquences sur la santé. Place à présent à l'innovation scientifique, technologique en santé. Freddy, you have the floor. Thank you Mireille de me donner justement cette fleur-là pour que je parle des innovations scientifiques et technologiques, de ce qui est des innovations scientifiques et technologiques de ce jour. Nous allons porter notre intérêt sur le pancréas artificiel. Eh bien, les premiers prototypes de pancréas artificiel remontent à 55 ans. On est en 1970 au CHU de Montpellier, l'œuvre de deux génies, le professeur Jacques Mirouz et le docteur Jean-Louis Selam. Ce sont tous deux à l'origine justement de ce pancréas artificiel. C'est en 2004 en France qu'ont eu lieu des premiers essais cliniques sur des systèmes plus automatisé combinant un capteur de glucose et une pompe à insuline. Dès lors, le pancréas artificiel connaît une véritable mise à jour, un peu comme dans vos téléphones portables, vos smartphones. On passe au système augmenté par capteur en 2006, combinaison d'une pompe à insuline et d'un capteur de glucose en continu CGM. Pourquoi? Ici, le patient reste responsable du réglage de sa pompe, donc ça veut dire qu'à partir de Voilà, sur l'écran, voilà. Ah oui, il peut manipuler, il peut orienter, dire ce qu'il veut à partir justement de son appareil. Projection cette fois-ci en 2020 pour une nouvelle pompe à insuline, cette fois intelligente, parce que j'ai parlé tout à l'heure de smart. On parle de smartphone, on parle aujourd'hui aussi de smart pancréas artificiel, qui est apparu sur le marché de la prise en charge du diabète de type 1, il faut le préciser, presque entièrement autonome. Et quand on parle d'autonomie, ça veut dire qu'on a la possibilité de régler comme on veut. Elle accorde un confort de vie sans précédent aux personnes, enfants et adultes qui en sont équipés. Là, on fait une projection en 2025, c'est-à-dire cette année. On assiste à une avancée significative et importante avec l'intégration de la télémédecine. Certains systèmes comme le projet français Diabeloop intègrent un volet de suivi à distance qui permettent aux professionnels de santé de surveiller les données des patients et d'offrir une assistance personnelle. Ça veut dire qu'à partir de l'hôpital ou quel que soit l'endroit où il se trouve, le médecin peut manipuler le système qui est avec lui pour montrer le côté personnalisé de cet appareil. On a un souci. Vous allez certainement vous demander pourquoi. L'accès est limité dans les pays en voie de développement, un peu comme au Cameroun. Je savais que vous allez venir à ça. Il est généralement réservé aux patients répondant à des critères spécifiques, souvent financés par des programmes de santé publique ou des assurances privées. Pendant qu'on y est, du fait de son inaccessibilité, de sa cherté, faites gaffe à votre santé. Vous allez me demander en quoi faisons. Je vous recommanderais ceci, d'adopter premièrement une alimentation équilibrée, riche en fruits, en légumes, en céréales complètes. D'ailleurs, à l'école, on nous disait de manger 5 fruits et légumes par jour. Et aujourd'hui, encore à l'âge adulte, on vous recommande de manger beaucoup de fruits. Limitez au maximum les sucres raffinés, des sodas et bien d'autres, les graisses saturées et surtout la prise d'alcool et de tabac est également à proscrire. Une hydratation est également bénéfique et à saluer. Donc, il faut boire beaucoup d'eau pour nourrir et protéger son pancréas pour ne pas avoir recours au pancréas artificiel comme je viens de vous présenter. Donc, chers tous, prenez soin de vous. Freddy, merci d'avoir partagé cela avec nous sur ce plateau déjà et avec nos téléspectateurs. Donc, vous savez désormais qu'un pancréas artificiel existe, oui, mais c'est pas encore disponible chez nous ici au Cameroun. Ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est vrai que tout à l'heure, notre spécialiste, notre expert que nous allons recevoir va également dire un mot sur la question Freddy. Okay. Surtout que notre thématique principale ce soir est axée sur le diabète. Et vous savez que le diabète aujourd'hui
comme je l'ai dit à l'entame, est une maladie chronique Une qui affecte de nombreux Camerounais. Avant de recevoir nos invités, faisons une incursion à l'hôpital de district de Daido. De ce côté-là, des séances de dépistage ont eu lieu, des causeries éducatives et bien entendu des sensibilisations sur le diabète. C'était le 14 novembre, date de célébration de la journée mondiale du diabète. Étaient présents nos reporters Elisabeth Ngoum, Marius Kossou et Noël Eche. De mercredi à vendredi à l'hôpital de Daido, nous faisons le dépistage gratuit et volontaire surtout de diabète, VIH, syphilis et hypertension. C'est un mercredi ordinaire au sein de cette institution sanitaire de Douala. Jour de dépistage gratuit de plusieurs maladies, parmi lesquelles le diabète. Ici, la prise des paramètres est faite après une causerie éducative qui s'est tenue autour du diabète, comment reconnaître les différents symptômes, l'alimentation du patient diabétique, entre autres thématiques. Nous avons expliqué aux malades comment le diabète se manifeste et comment détecter un malade diabétique. Ceci passe par le dépistage. Ça veut dire on prend les paramètres, la glycémie, la tension artérielle et la circonférence abdominale ainsi que la taille. Et c'est à partir de tous ces paramètres-là que nous pouvons savoir si un malade est diabétique ou un potentiel diabétique. Une cinquantaine de patients enregistrés 3 heures seulement après l'ouverture de la dite campagne et déjà 10 cas suspects qui ont été référés chez un médecin spécialiste. Un tour au service hospitalisation et nous trouvons Dame Guadem. Cette quinquagénaire nous dit avoir été dépistée positive au diabète il y a 3 ans. Quand j'entrais à l'hôpital, j'avais l'hyperglycémie, hypertension. Je ne savais même pas que j'avais une blessure au pied. C'est quand j'arrive à l'hôpital, on me réanime le matin, on voit un petit truc en bas de mon pied qui avait formé le pus. On me dit, mais qu'est-ce qui t'a piqué? J'ai dit, je ne sais pas. Je n'ai rien ressenti si j'ai été piqué. Bon, là, ils ont incisé pour essayer de voir. Donc, c'est ici qu'ils ont découvert beaucoup de choses. Et on a essayé d'amputer les orteils atteints. Maintenant, ils sont en train de faire les pansements et puis ça marche bien. Le pied diabétique, l'une des complications courantes du diabète. Les causes sont nombreuses et il doit faire l'objet d'un suivi méticuleux, précise Dr King, diabétologue. C'est l'une des causes des complications chez le diabétique, donc le pied diabétique, dans les plaies des patients diabétiques. Vous voyez, chez le diabétique, il y a le sucre élevé. Quand le taux de sucre est élevé, la personne va commencer à sécréter du sucre à travers leur sueur. Et le sucre, la sueur sucrée, n'est-ce pas, peut être, n'est-ce pas, visitée par des rongeurs. Et ces plaies peuvent évoluer très rapidement à cause d'autres facteurs, n'est-ce pas, chez le diabétique qui vont favoriser son évolution rapide. Et cela peut amener même à des amputations. Il faut juste d'abord équilibrer bien le patient, donc pour que la glycémie soit bonne. Quand la glycémie est bonne, le patient a moins de risques de développer, n'est-ce pas, d'avoir le sucre beaucoup dans son sang, de transférer du sucre, et ça réduit les chances, n'est-ce pas, de plaies dues aux rongeurs. Donc, si les glycémies sont bonnes, nous allons avoir moins, n'est-ce pas, de chances de développer ces plaies-là. Donc, le patient doit suivre correctement son traitement. Il faut respecter les consignes médicales pour une meilleure prise en charge de la maladie. Vivre avec le diabète aussi longtemps que possible, un challenge que relève au quotidien cette sexagénaire. Je souffre du diabète depuis plus de 12 ans.
à la suite d'un accouchement, là où on m'a dépisté le diabète. Et depuis lors, je suis sous traitement. L'automédication est proscrite autant pour les personnes vivant avec le diabète que pour les non diagnostiqués. Normalement, avant de mettre ces patients sous traitement, on leur fait certains examens pour s'assurer que le foie il fonctionne bien, pour s'assurer que les reins ils fonctionnent bien, parce que c'est des médicaments qui peuvent être à l'origine de graves complications, même qui peuvent aller jusqu'à des opérations. Donc c'est des médicaments qu'il faut utiliser avec précaution. C'est pour ça qu'on monte normalement par palier et qu'on ne les administre pas comme les femmes sont en train de le faire de plus en plus ces temps-ci. À la base, c'est des médicaments, donc ils sont mis chez des patients qui ont des indications. On ne les met pas comme ça là au hasard, même si c'est pour maigrir. L'obésité, c'est une pathologie métabolique. Nous, en tant qu'endocrinologue, on s'occupe des patients obèses. Et donc, c'est tout un suivi. Ce n'est pas juste de prendre les médicaments pour maigrir. Maladie chronique, le diabète maltraité peut entraîner de graves complications. Au Cameroun, c'est un peu plus de 700 000 personnes qui vivent avec cette maladie, selon la Fédération internationale du diabète. Et nous ont rejoint sur ce plateau Dr Dikoumé. Bonsoir. Bonsoir Mireille. Vous êtes médecin endocrinologue. Vous vous occupez au quotidien des patients diabétiques. Oui, c'est bien le cas. Et juste à vos côtés, René Ewanet, bonsoir. Bonsoir Mireille. Vous souffrez de diabète depuis 19 ans aujourd'hui. Bien sûr. Et avec vous, vous allez partager votre expérience, votre témoignage avec nos téléspectateurs. Alors, d'entrée de jeu, docteur Dikoumé, dites-nous, quels sont les chiffres aujourd'hui ou les réalités les plus alarmantes que vous observez sur le terrain? Merci Mireille pour la question. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment les chiffres qui choquent, mais c'est ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire aujourd'hui, une personne sur deux ignore qu'elle a le diabète. Les personnes découvrent le diabète au travers des complications. Les personnes qui sont les plus touchées aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont actives entre 25 et 40 ans le plus souvent. Et la réalité sur le terrain, c'est que c'est quand la maladie frappe à la porte que réellement on sait qu'on est diabétique. D'accord. Et René Ewanet, dans quelles circonstances vous avez découvert que vous étiez malade? Parce que là, docteur Dikoumé dit que parfois les personnes découvrent lorsqu'on est déjà en face de complications. Est-ce que c'était le cas pour vous? Non. En 2006, je travaillais aux brasseries du Cameroun. À Koumassi, c'est notre médecin du travail qui a découvert, quand il a contrôlé ma glycémie, il a découvert que mon taux de sucre était trop élevé. Et tout de suite, il m'a demandé comment je traite mon diabète. J'étais surpris. Et il a dit que non, moi je ne suis pas diabétique. Il a dit que non, il voit ici que je suis diabétique. C'est à ce moment-là qu'il m'a référé au docteur Epaka, à l'hôpital général de Douala. Ouais. Donc c'était juste de manière fortuite qu'on a découvert votre cancer, mais ce n'était pas encore à la phase des complications. Non. Parce que ça fait quand même 19 ans que vous vivez avec ce cancer-là. C'est ça. Ah, pardon, pas ce diabète-là, pardon, diabète. Excusez-moi. Je parlais de diabète, de cancer la semaine dernière, c'est pourquoi ça me revient encore. Donc, de diabète, là, 19 années. Et c'est la preuve qu'on peut vivre avec cette maladie. Parce qu'il y a des personnes chez qui, lorsqu'on diagnostique un diabète, elles commencent à paniquer. Elles se disent que tout est fini. Non, il y a des conseils. Quand on est pris en charge par des médecins, il y a des conseils qu'ils nous donnent. Ils disent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et si on est vraiment, si on respecte ces conseils, on s'en sort sans problème. Comment est-ce que vous vivez au quotidien avec la maladie? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre quotidien depuis 19 ans qui fassent qu'aujourd'hui, vous puissiez être un témoignage vivant? Oui, ça a changé automatiquement. Sauf si je me sens un peu mal. Parce que tous les jours, je suis en train de marcher. C'est
C'est mon sport. C'est mon premier médicament. La marche à pied. Oui, la marche à pied. Et je ne pouvais plus manger en route, puisque on m'avait donné un régime alimentaire qui devait être suivi à la lettre pour éviter les complications. Je ne pouvais plus, à la sortie du boulot, faire l'après-boulot là, boire des bières, manger les brochettes et tout ça. Voilà, ça avait complètement changé. Et c'est grâce à ça, cette discipline, que je suis encore devant vous aujourd'hui. Mais pour votre glycémie, vous le faites vous-même? Oui, j'ai mon appareil. D'accord. Donc, toujours surveiller sa glycémie. Oui, je suis ça. Et je suis aussi ma famille. Oui, la famille aussi vous aide. Pour la mesure de prévention, moi-même. Ah, d'accord. La famille de prévention. Chaque jour? Pas chaque jour. Une fois par semaine? Une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais pour mes enfants, on est soit une fois par mois, ceux qui ne sont pas encore atteints pour voir. C'est connu de tous que le diabète est une maladie chronique et silencieuse. Et cette maladie évolue à bas bruit avec de graves complications. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas de moyens, est-ce qu'il n'y a pas des signes avant-coureurs qui permettent aux uns et aux autres de s'alarmer, de savoir que là, il y a quelque chose qui ne va pas? Des signes avant-coureurs que tout un chacun devrait connaître, notamment la fréquence des urines qui augmente, mais majoritairement dans la nuit. C'est le patient qui boit beaucoup plus d'eau que d'habitude, qui va uriner tout au long de la journée. C'est le patient qui va se fatiguer, c'est le patient qui n'arrivera plus à être concentré dans ce qu'il aura à faire. C'est le patient qui va commencer à maigrir de façon anormale, c'est-à-dire il mange bien, mais il se met à maigrir. Et c'est des patients, tout à l'heure on a écouté M. Ewanet, qui doivent se connaître. C'est vrai que nous venons de parler des signes, mais ces signes-là, ça c'est quand le diabète il est déjà présent. Mais vous avez entendu dans ses propos, il fait dépister ses enfants parce qu'il sait que, ayant le diabète, ses enfants ont déjà des risques de le devenir. Il y a d'autres facteurs également, c'est-à-dire d'autres éléments qui favorisent l'installation du diabète. Les femmes enceintes qui ont eu à avoir des glycémies qui se sont élevées pendant la grossesse, ou les femmes qui ont eu des enfants à partir de 4 kilos. C'est des personnes qui sont déjà à risque de développer le diabète, même des enfants qui sont nés de ces femmes-là. Donc les enfants qui sont nés avec une macrosomie, c'est-à-dire avec les 4 kilos, ils sont également à risque. Les personnes qui ont une obésité, c'est-à-dire un surpoids, particulièrement l'embonpoint comme les Camerounais pensent, c'est-à-dire un gros ventre. Donc plus il y a une obésité au niveau de l'abdomen, plus c'est également un facteur qui peut favoriser l'installation du diabète. Lorsqu'on a diagnostiqué qu'on a un diabète, quelle est la ligne de conduite? Alors, lorsqu'on diagnostique un diabète, la ligne de conduite, c'est de se faire suivre. Il faut pouvoir avoir un suivi par un endocrinologue, qui est le spécialiste qui s'occupe du diabète, mais à défaut d'avoir un endocrinologue, se rapprocher quand même de l'hôpital, parce que les médecins généralistes aujourd'hui, on leur délègue dans une certaine mesure, parce que les endocrinologues, on ne va pas en trouver forcément partout ou dans tous les hôpitaux. Donc c'est une prise en charge médicalisée qu'il faut pour ce patient-là. Et cette prise en charge, elle n'est pas que médicamenteuse, comme beaucoup pensent aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de prendre des antidiabétiques, que ce soit sous forme de comprimés, que ce soit sous forme d'injection, mais ce qui va avec, c'est l'activité physique, c'est l'alimentation. Ce sont ces 3 piliers qui vont pouvoir réguler la glycémie de façon stable et durable. Tout à l'heure, Freddy, dans la rubrique innovation technologique, innovation scientifique, il a parlé de cette pompe à insuline-là, ce pancréas artificiel qui aujourd'hui est une innovation. Est-ce que ce pancréas-là est valable dans la prise en charge pour les 2 types? Non, la pompe à insuline, c'est un traitement artificiel qui substitue l'insuline chez les patients diabétiques de type 1. Donc, c'est valable seulement dans le diabète de type 1, mais ça dépend. Il y a certains diabètes, notamment le diabète gestationnel, dans lequel on peut le mettre. Alors, docteur, on sait qu'on est diagnostiqué, on commence une prise en charge, mais il y a des patients chez qui
surviennent des complications malgré la prise en charge. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Généralement, lorsqu'on dépiste un diabète chez un patient, on recherche les complications qui sont déjà présentes. N'oublions pas que le diabète est une maladie sournoise, comme vous l'avez précisé depuis le début. Donc c'est une maladie où il faudra rechercher quelles sont les complications. On sait que le diabète, il touche pratiquement tous les organes et on va aller beaucoup plus vers les organes cibles. Les yeux, il faut faire un examen des yeux, il faut faire un examen du cœur, il faut regarder les pieds, il faut regarder les reins. Donc tout ça, c'est des examens qui sont faits au moment du diagnostic, déjà pour déceler s'il y a des complications qui sont présentes lorsqu'on dépiste le diabète. Mais c'est des examens qui devront également être faits de façon régulière en fonction du patient, au moins tous les ans, pour s'assurer que les complications ne se sont pas installées entre-temps. Mais pour revenir à votre question, un patient qui est bien suivi, qui contrôle ses glycémies, les objectifs dans lesquels il est, un patient qui vient à ses contrôles auprès du médecin, qui ne fait pas que boire ses médicaments à la maison, il n'y a pas de raison qu'il développe des complications. Du moins, elles seront vues de façon précoce parce que lorsqu'il reviendra chaque fois à l'hôpital et qu'il fera ses examens, donc on pourra les déceler. Dans l'imagerie populaire, le diabète, c'est seulement la complication qu'on sait, c'est qu'on a des plaies qui ne guérissent pas, ou qu'on coupe le pied, ou qu'on coupe la main. Mais vous avez cité les yeux. Est-ce qu'il est possible de perdre la vue et que ce soit une complication du diabète? On peut perdre la vue. Le diabète représente une des causes de cécité, donc de perte de vue chez les moins de 50 ans. Et il n'y a pas que la perte de vue, il y a d'autres mécanismes, le glaucome qui peut être retrouvé chez les patients diabétiques. C'est pour ça que je disais, dans le bilan de suivi d'un patient diabétique, de façon annuelle, on lui fait faire un fond d'œil, on lui fait faire une consultation ophtalmologique, on lui fait faire la pression intraoculaire de façon systématique tous les ans, qu'il soit atteint ou pas, quitte à ce qu'on nous dise qu'il n'y a pas de rétinopathie diabétique qui soit associée, mais dans son suivi, tous les ans, il en fait au moins un. Du coup, mais en plus d'être endocrinologue, vous êtes également engagé dans la prévention, la dignité et la santé communautaire des femmes camerounaises et vous militez dans l'association ANEL. ANEL, que faites-vous concrètement pour prévenir le diabète dans votre association? Je suis le médecin référent du pôle santé de l'association internationale ANEL et nous intervenons dans deux volets, c'est-à-dire le premier volet qui est l'éducation et le deuxième volet qui est la transformation. Et de façon concrète, nous menons comme activité là, par exemple, le programme Vivre Sucre Conscient. Vivre Sucre Conscient. Oui. Vivre Sucre Conscient. Oui. Il y a déjà le mot vivre, il y a le mot sucre, il y a le mot conscient. Voilà, c'est un programme... Vivre Sucre Conscient que nous avons élaboré pour les patients qui vivent avec le diabète et pour qui nous avons mis en place des ateliers d'éducation thérapeutique chez le patient, parce qu'aujourd'hui, nous faisons partie de ceux qui pensent que le malade ne doit plus subir la maladie, mais il doit avoir des clés et des outils qui permettent à ce qu'il puisse être acteur dans sa prise en charge. Donc ce sont ces ateliers et des ateliers qui sont pratiques et au travers desquels donc, on partage sur l'alimentation, sur la gestion du stress, sur les différentes complications. C'est la conception des outils pédagogiques qui sont adaptés à notre contexte. C'est les dépistages massifs que nous faisons, la mobilisation des familles, la mobilisation des écoles, des entreprises que nous mettons en place parce que pour nous, c'est vraiment cette prévention que nous voulons mettre en avant. Vivre, sucre, conscience. Ça vous intéresse, non? Ça peut bien vous intéresser. C'est-à-dire que vivre, sucre, conscience, 3 mots. Et ces 3 mots ont une importance capitale. Oui, bien sûr. On connaît la place de la conscience, on connaît la place du sucre, on connaît la soif qu'on a de vivre. Docteur Dikoumé, on s'achemine déjà vers la fin de ce programme. Oui, vas-y. Oui, j'ai une question toute bête que je voulais poser au docteur. C'est vrai qu'en grandissant, j'ai entendu dire que le diabète, c'était exclusivement les bobos, comme on dit au quartier, les personnes riches qui ont cette maladie. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que
même Freddy Christel peut avoir le diabète, même si c'est n'importe qui peut avoir le diabète. Qu'est-ce qui explique ça? Comment ça s'est métamorphosé quand on en arrive là? Oui, alors, ça me fait rire en fait votre expression de c'est seulement les bobos. C'est ce que j'ai entendu dire. C'est ce qu'on avait dans la tête. Oui, donc non, parce qu'aujourd'hui, même en zone rurale, on réalise que le diabète touche vraiment tout le monde. C'est vraiment une urgence nationale qu'on retrouve autant en zone urbaine qu'en zone rurale, peut-être un peu moins en zone rurale qu'en zone urbaine, mais ça provient du fait que nous avons changé nos habitudes de vie, tout simplement. Nous mangeons très sucré, nous buvons très sucré, nous mangeons très gras, nous sommes sédentaires, nous ne faisons pas d'activité physique, alors qu'à l'époque, ceux qui étaient dans les villages, ils préféraient marcher pour aller d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, quelqu'un va préférer prendre sa moto pour se déplacer. Très peu vont pratiquer de la marche et les gens mangent vraiment sans adapter. Il nous faut une rééquilibration dans notre alimentation. Il faudrait que chacun essaye de prendre sa glycémie dans quel intervalle? Il serait impératif, pour les différentes raisons que nous avons citées, que chacun, du moins qu'on invite tout un chacun à prendre sa glycémie au moins 1 à 2 fois l'année. Donc des personnes qui savent qu'ils ont déjà ces différents éléments qui vont favoriser l'installation du diabète, eux, ils doivent le prendre de façon un peu plus régulière, c'est-à-dire au moins 1 à 2 fois, au moins 2 fois dans l'année, c'est-à-dire 1 fois tous les 6 mois. Mais quelqu'un de neutre qui n'a pas de facteur, qu'il prenne au moins sa glycémie 1 fois l'année, c'est-à-dire qu'il la prenne, mais régulièrement. D'accord. Et quelle est la valeur recommandée, la valeur seuil? Il faut toujours le rappeler ici. Et la valeur qui devrait nous inquiéter. Alors, une glycémie normale est supposée être inférieure à 1 gramme. 1 gramme par litre. 0,96 par là, 0,85 grammes par là. Oui, voilà. Tant qu'on est inférieur à 1 gramme, on est dans la norme. Dès lors où on dépasse 1, même si c'est 1,0 quelque chose, on entre dans ce que l'on appelle déjà le prédiabète. Voilà, donc toute personne qui a une glycémie qui est supérieure à 1 gramme, il doit déjà chercher à se rapprocher d'un endocrinologue pour une prise en charge médicalisée, afin d'éviter de basculer donc d'un prédiabète vers un diabète, ou si jamais le diabète est déjà installé et qu'il était méconnu, qu'il n'y ait pas l'installation des complications ou bien leur aggravation. Merci, docteur Laetitia Dikoumé-Ebele. Vous êtes médecin endocrinologue. Avec vous, on a parlé du diabète dans son ensemble. Merci d'être venu sur le plateau de Check-up. Moi qui vous remercie, ça a été un honneur pour moi d'être sur votre plateau télévisé et de pouvoir partager avec la population camerounaise sur le diabète, de pouvoir les inciter vraiment à se faire régulièrement dépister, de prendre leur glycémie. C'est parce que vraiment aujourd'hui, c'est la prévention qui doit être le projecteur de ce qui est caché. Merci René Ouanet d'être venu, d'avoir accepté de partager votre expérience avec nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie, Mireille. Vous m'avez fait honneur de venir en parler sur ce plateau dans le cadre de cette 35e journée mondiale du diabète. Et vraiment, les gens, la population qui nous suit sur ce plateau doit vraiment prendre conscience. Chacun doit prendre conscience et comprendre son corps afin d'éviter ces complications. Merci Cécile, merci Freddy d'être venu, d'avoir contribué à la réalisation de cette belle émission. Je confesse que je n'ai pas encore fait mon test. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Check-up, votre magazine de la santé qui ce soir était focalisé avec pour thème principal le diabète. Ceci en raison de la célébration de la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre dernier. Nous espérons que vous avez été suffisamment informés. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook
Check-up santé sur Canal 2 International en un seul mot. Ou encore nous envoyer des SMS ou des messages WhatsApp via les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Restez en compagnie des programmes du Canal 2 International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.